Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Psychogénéalogie, qui est un nouveau format que je vous propose pour aller à la rencontre de soi-même au travers de la psychogénéalogie, toujours, au quotidien, sur tous les sujets qui nous traversent. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais parler des choix sentimentaux. Est-ce que lorsqu'on choisit un amoureux, une amoureuse, est-ce qu'on est libre de le faire? Aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes plus au 19e siècle avec des mariages arrangés, mais est-ce que notre inconscient nous laisse la bride sur le cou ou bien est-on sur la reproduction de modèles de notre arbre? Est-on complètement lié encore et asservi par notre système familial et par nos loyautés inconscientes? La question est intéressante parce que on a l'impression que, c'est vraiment le territoire le plus intime et le plus libre qui soit, le choix de l'amoureux parce que, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit en principe, la personne avec qui on a envie de vivre. Cependant, on se rend compte qu'un certain nombre de modèles et de contre-modèles vont avoir un impact, important. Donc ces modèles, évidemment, sont des modèles parentaux, mais aussi grands-parentaux, arrière-grands-parentaux, et cetera, en cascade, hein, puisque nos parents ont eu des parents qui les ont influencés, et cetera. Donc, il y a, des mythes familiaux, sur, ce que c'est qu'une histoire d'amour, sur, ce que sont les hommes, ce que sont les femmes. Il y a également, des histoires qui se sont passées avec, le mythe, par exemple, d'un couple parfait, mais que cache-t-il? Ou bien, des histoires de mariage arrangé qui ont fait que nos ancêtres ont dû, avoir des histoires extraconjugales, donc on ne croit plus dans notre système à la fidélité. Il y a eu aussi toutes ces guerres qui ont fait que les hommes ont souvent disparu, sont décédés, et que donc les femmes ont dû vivre le couple en solo. Et par ailleurs, les femmes mouraient souvent en couches, donc il y avait souvent une belle-mère qui arrivait, donc la nouvelle épouse se sentait en fait une remplaçante. Et donc tout ça, ça a pu avoir un impact sur notre vision de l'amour. Et donc en fait, quand on rencontre l'autre, on rencontre aussi son système avec son propre système. Donc c'est ça, la rencontre, c'est le choc de ces deux systèmes qui va faire le couple. Alors le challenge, c'est évidemment d'accepter l'altérité de l'autre, parce qu'en fait, on est sur la ligne de faille des inconscients de chacun, et donc il va falloir manœuvrer pour pouvoir trouver son espace personnel et de couple, hein. Il faut noter que dans une famille, dans un arbre généalogique, il y a eu trop de trous, c'est-à-dire des non-transmissions de trauma. Ça a pu rigidifier en fait le système, et ça va complexifier la rencontre parce que on va avoir du mal à accepter la différence de l'autre, parce qu'on aura besoin de réparer et on sera un petit peu à vif. Et donc, du coup, ça fait des relations parfois de type collage, rupture, hein. Enfin voilà, ça c'est une parenthèse. Donc, je voulais dire également donc, que quand on est le couple, c'était un beau challenge. C'est celui donc justement d'honorer, de réparer autant que faire se peut ce qui s'est produit avant, mais dans une logique de s'individuer, c'est-à-dire de trouver, encore une fois, une, une, une coloration, un espace qui appartient uniquement au couple. Voilà. Donc, je voulais parler aussi du psychanalyste El-Kaïm, donc qui parle du pacte du couple, qui est basé à la fois sur un programme officiel et sur une carte du monde. Le programme officiel, en général, c'est que oui, on a envie d'aimer l'autre, qu'il s'épanouisse, et on a plein de belles intentions, mais la carte du monde est parfois contraire. On a engrammé que c'est pas possible parce que les hommes sont tous des lâches, des infidèles, ou les femmes ne tiennent pas à leurs engagements, etc., etc.
Alors, l'offre de la psychogénéalogie, c'est de regarder les couples qui se sont passés, qui se sont constitués ou non constitués dans l'arbre, d'observer donc ce qui leur est arrivé, et puis de prendre conscience de ce qui se joue et ce qui rejoue aujourd'hui, car c'est jamais un hasard quand on rencontre un partenaire, et surtout un partenaire avec qui on va avoir des enfants. Ça a aussi une valeur particulière dans l'arbre. Donc la psychogénéalogie va permettre de faire un travail d'assouplissement des fonctionnements psychiques, une sorte de yoga psychique qui va permettre de prendre conscience de ce qui s'est passé, des forces en présence et aussi de ce qu'on a envie de produire soi de différent. Donc voilà, il nous appartiendra donc davantage de faire nos propres choix si on sait ce qui nous a influencés, hein. Il faudra essayer de trouver aussi les ressources parce qu'il y en a plein. Par exemple, une grand-mère qui a été très amoureuse d'un fiancé qui est mort à la guerre, au lieu de rester sur un trauma de on ne peut pas aimer quelqu'un à long terme parce qu'il va disparaître, on peut essayer de travailler dans le sens de oui, qu'est-ce que c'est que d'être capable d'une grande passion et d'un attachement au long cours, hein? Donc, s'inspirer davantage de ce qui est positif, hein. Et je voulais dire également que l'analyse transgénérationnelle se produit souvent pour le consultant en crise de passage, et on va donc l'aider à faire en sorte que le couple qui s'est constitué et qui est confronté parfois à la nécessité de se réaménager en fonction d'une nouvelle réalité, qui a réactivé de vieilles mémoires, des fantômes par exemple, il va falloir l'aider à déconstruire certains schémas pour atteindre une nouvelle rive. Voilà. Le couple, ça sert aussi à travailler sur soi, et comme c'est la même chose pour la psychogénéalogie, ça tombe bien. Voilà, écoutez, je vous dis donc à bientôt pour d'autres aventures transgénérationnelles.